Alors, on commence aujourd'hui le dernier chapitre de ce cours mathématiques discrètes avec la notion de la théorie des graphes. Le mot graphe que vous avez vu déjà dans vos cours de calcul veut dire le graphe d'une fonction. C'est l'ensemble de tous les points x, virgule f de x dans le plan cartésien. Pour les mathématiques discrètes, le mot graphe signifie une chose complètement différente. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un graphe, au moins pour nous? Un graphe, c'est un ensemble des points dans le plan qu'on peut rejoindre par des courbes ou bien des lignes droites qu'on appelle les arêtes. Donc, un graphe, normalement, est spécifié par deux choses. L'ensemble V, c'est un ensemble fini non vide des points qu'on appelle les sommets. Donc, ça, c'est l'ensemble des sommets. Et l'ensemble E, ça, c'est l'ensemble des arêtes. Les arêtes du graphe. Normalement, E, c'est un sous-ensemble de cet ensemble. Comment je spécifie une arête? Je spécifie une arête par ses points extrémités, n'est-ce pas? Donc ici, chaque extrémité est donnée comme un ensemble de deux éléments. Ces deux éléments sont des sommets. Donc c'est un sous-ensemble de cet ensemble. Une arête, pour nous, n'a pas de direction. Si une arête a une direction, a un sens de x vers y, on dit que le graphe est orienté. On ne va pas étudier les graphes orientés dans ce cours, seulement les graphes non orientés. Donc, lorsque le point x et le point y sont rejoints, il n'y a pas de direction. Donc, c'est de x à y ou bien de y à x, peu importe, il n'y a pas une direction. On dit que notre graphe est non orienté. La majorité des résultats qui s'appliquent pour les graphes non orientés s'appliquent aussi pour les graphes orientés, à l'exception de quelques-uns. Mais nous autres, dans ce cours, on va juste étudier les graphes non orientés, c'est-à-dire nos arêtes n'ont pas de direction. Alors, dans Brightspace, dans la lecture numéro 18, vous voyez une définition un peu différente où j'ai ajouté une fonction que j'appelle la fonction d'incidence. Cette fonction est là pour rendre les choses un peu plus formelles, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'un graphe, lorsqu'on parle d'une arête, cette fonction d'incidence associe à chaque arête ses points extrémités pour être très clair. Alors, regardez, si je regarde ce graphe G, VE, où V, c'est l'ensemble, disons, A, B, C, D et E. Donc, il y a 5 sommets. Ça, c'est l'ensemble des sommets. Nos graphes sont toujours finis. Les sommets sont finis. Et si tu spécifies les arêtes comme étant, disons, AB, AC, AE, disons, EE, BC, BD et DE, disons. Alors, voici mon graphe. Comment je peux dessiner ce graphe? Chaque graphe a une représentation topologique dans le plan qu'on appelle le dessin du graphe. Alors ici, on a 5 sommets. Pour chacun de ces sommets, j'associe un point du graphe. Par exemple, ici, A, B, C, D et E. Donc, chaque sommet est associé à un point dans le plan. Puis, je regarde les arêtes. Ça, c'est l'ensemble des arêtes. Il y a une arête AB, c'est-à-dire A et B sont rejoints par une arête. Les arêtes ne sont pas nécessairement rectilignes, peuvent être des courbes. Puis, il y a une arête AC. Une arête AC, donc de A à C comme ça c'est une arête. AE, ça, c'est un E ici. Donc, l'arête AE, donc c'est de A dans E, ça, c'est une arête. Ensuite, EE, ça, c'est un peu bizarre. Donc, de E à E, j'appelle ça une boucle. Ça s'appelle une boucle. Une boucle veut dire une arête dont les points extrémités sont les mêmes. Les points extrémités sont confondus. Puis, arête BC, BC comme ça. Puis, arête BD, donc de B à D. Puis, arête DE, de D à E. Voici notre graphe G. Bien sûr, ce n'est pas la seule façon de représenter les graphes G. Il y a une infinité de façons de représenter un graphe avec un dessin dans le plan. Mais pour nous, encore, un graphe, c'est juste un ensemble des points qu'on appelle les sommets. Et ces points sont parfois rejoints par des courbes ou des droites qu'on appelle les arêtes. C'est ce qu'on appelle un graphe dans ce cours. Et un graphe est toujours spécifié par une paire, l'ensemble des sommets, puis l'ensemble des arêtes, V et E. Parfois, il y a des arêtes multiples. Par exemple, regardez ce graphe.
Si je regarde le graphe suivant, donc ici, supposons qu'on a aussi 5 sommets. Puis, voici un graphe. Regardez ce graphe. Alors, on dit que ce graphe est un multigraphe. Il y a des arêtes multiples. Disons, ça, c'est le sommet A, le sommet B, C, D et puis E. Ici, dans l'ensemble des arêtes, dans l'ensemble des arêtes, il y a dans l'ensemble des arêtes, il y a des répétitions. Alors là, si j'écris, il y a une arête AB, puis il y a une arête AB, puis il y a une arête AB. Donc, il y a plusieurs arêtes qui rejoignent. Donc, toutes ces arêtes sont dans E. Alors, ça justifie pourquoi on a besoin parfois de considérer la fonction d'incidence. Par exemple, si j'appelle cette arête E1, si j'appelle cette arête E2, j'appelle cette arête E3, alors la fonction d'incidence qu'on appelle phi de l'arête E1, c'est justement AB, ainsi de suite. Donc, la fonction d'incidence, c'est la fonction qui est associée à chaque arête ces points extrémités. Comme ici, alors, il y a des arêtes multiples. On appelle ces arêtes des arêtes multiples ou arêtes parallèles. Donc, deux arêtes sont dites des arêtes multiples ou parallèles lorsqu'elles ont le même point extrémité. Donc, ça s'appelle un multigraphe parce qu'il y a des arêtes multiples. Multigraphe. Alors là, il faut faire attention. Arête multiple ne veut pas dire plusieurs arêtes. Bien sûr, un graphe va avoir plusieurs arêtes. Arête multiple veut dire des arêtes, de plusieurs arêtes entre les mêmes points extrémités, comme ici, par exemple. Ça, c'est un graphe à arêtes multiples. Il y a des multiples arêtes entre les mêmes sommets A et B. Right? Ça s'appelle un graphe à arêtes multiples. Puis, comme on a dit, une boucle, c'est une arête qui relie un point à lui-même. Donc, un graphe G est dit simple. Un graphe G est dit simple s'il n'a pas des arêtes multiples ni des boucles. Comme ce sera la majorité de nos graphes qu'on va considérer, donc regardez ce graphe. Alors ici, voici un graphe simple. Il n'y a pas des arêtes multiples. Si je prends deux sommets, je ne peux pas voir plus qu'une seule arête entre une paire de sommets. Et il n'y a pas de boucles. Donc ça, c'est un exemple d'un graphe qui est simple. Aussitôt qu'un graphe admet des arêtes multiples ou des boucles, le graphe n'est pas simple. Ensuite, on a spécifié quelques types très particuliers des graphes simples qui sont très, très universels et très connus. Si vous allez prendre d'autres cours dans la théorie des graphes, vous allez voir ces types de graphes simples très communs. Le premier graphe simple s'appelle le graphe simple complet. Donc ça, c'est le graphe complet. Un graphe complet. En passant, l'ordre d'un graphe, c'est le nombre des sommets du graphe et la taille du graphe, c'est le nombre d'arêtes dans le graphe. Okay? Donc, quand n, c'est le graphe simple complet. Alors ici, dans ce graphe, qu'est-ce qui caractérise ce graphe? Chaque paire de sommets sont adjacentes. Adjacente veut dire reliées par une arête. Right? Donc, par exemple, ça, c'est le graphe K2. Le graphe K2 a deux sommets. Donc, cet indice ici signifie le nombre de sommets, l'ordre du graphe. Et là, ils sont rejoints par une arête, par définition du graphe complet. Le graphe complet d'ordre 3, il y a trois sommets. Chaque paire de sommets est reliée par une arête. Donc, ici, il y a une arête et une arête. Et le graphe K3, disons, c'est un graphe d'ordre 4 sommets. Et chaque paire de sommets sont reliés par une arête. Donc, ici, il y a une arête, ici, il y a une arête. Et comme ça, ça c'est le graphe K4, ainsi de suite. Alors, ce type de graphe s'appelle le graphe complet, assez important en théorie des graphes. Donc, n est plus grand ou égal à 1 ici. Ensuite, on a le cycle. Donc, deuxième type, c'est le cycle d'ordre n, que je note par Cn. Comme le mot dit, c'est un cycle. Alors, il y a des points qui sont rejoints. Ici, on suppose n est plus grand ou égal à 3. Donc, voici le cycle d'ordre 3. Donc, c'est un cycle fermé comme ça. Ça ressemble à K3. Le cycle d'ordre 4, donc, c'est comme ça. Comme vous voyez, c'est un cycle. Donc, ça, c'est C3. Ça, c'est C4. C5, donc 1, 2,
3, 4 et 5. Donc, voici ces 5, le cycle d'ordre 5, comme ça. Et ainsi de suite. Right? Donc, ça, c'est un cycle. Ensuite, on a vu la roue, que je note par Wn. Wn, la roue Wn admet n plus 1 sommet. Qu'est-ce qu'on fait? C'est obtenu du cycle Cn en ajoutant un sommet au milieu de Cn et en rejoignant ce sommet qu'on a ajouté par une arête à chacun des sommets de Cn. C'est-à-dire, c'est quoi W3? C'est quoi la roue d'ordre 3? Donc ici, ça c'est C3, ça c'est C3. Et j'ajoute un point à l'intérieur de C3, un sommet, un quatrième sommet, et je rejoins ce sommet par une arête à chacune des autres sommets. Ça, c'est alors W3. Ça, c'est la roue d'ordre 3. La roue d'ordre 4, même chose, ça, c'est C4. Je rejoins un sommet à l'intérieur et je joins le cinquième sommet à tous les autres sommets par une seule arête. J'obtiens la roue W4. Ça, c'est un graphe d'ordre 5. Comme vous voyez, il y a 5 sommets et ainsi de suite. Ensuite, il y a le chemin. Le chemin, c'est juste, on appelle ça en anglais path. Alors, comme le mot indique, vous pouvez former le path P2. Donc, c'est juste, les sommets sont rejoints d'une façon linéaire. Donc, ça, c'est P2, le chemin d'ordre 2, un chemin comme ça. Puis le chemin d'ordre 3, donc 3 sommets. Et chacun sont rejoints par linéairement comme ça, et ainsi de suite. Ensuite, on a vu bipartie complet. Donc, le graphe bipartie complet, ça joue un rôle important en théorie des graphes. Donc, graphe bipartie complet. Ici, ça, c'est noté K. Oups, encore une fois. Donc, KMN. Ici, M et N sont deux entiers naturels. Et l'ensemble des sommets du graphe bipartie complet, l'ensemble des sommets est partitionné en deux groupes. Un groupe qui contient M sommets, puis un groupe qui contient N sommets. Alors, ici, 1, 2, 3, 4, puis disons 1, 2, 3 ici. Alors là, je suis en train de tracer K4, 3, ou bien 3, 4, comme vous voulez l'écrire. Alors ici, le graphe est partitionné en deux groupes de sommets. Premier groupe, deuxième groupe. Chaque point de premier groupe est rejoint par une arête à chaque sommet de deuxième groupe. Donc, comme ça. Ensuite, ce sommet est rejoint par une arête à chacun des autres sommets dans le deuxième groupe. Donc, ça, c'est le graphe bipartie. En fait, on l'écrit 3, 4 comme ça pour juste être plus correct. Donc, ça, c'est le graphe bipartie complet 3, 4. Le graphe bipartie complet K2, 2. Donc, ici, il y a deux divisions, deux groupes de sommets. Le premier groupe contient 2 sommets. Le deuxième groupe contient 2 sommets. Et chaque sommet dans le premier groupe est rejoint par une arête à chaque sommet dans le deuxième groupe. Et il faut faire attention ici, aucune paire des sommets dans un des groupes est rejoint par une arête. Donc, si je prends le premier groupe ici, par exemple, les sommets ne sont pas adjacents, les sommets ne sont pas voisins, ils ne sont pas rejoints par des arêtes. Même chose dans le deuxième groupe. Okay? Donc, si vous voulez tracer, disons, K3, 3, K3, 3, c'est le graphe bipartie complet. Il y a 3 sommets dans le premier groupe, 3 sommets dans le deuxième groupe. Et les sommets ne sont pas rejoints ici. Les sommets ici ne sont pas rejoints par... dans chaque groupe, les sommets ne sont pas rejoints par des arêtes, mais ils le sont avec l'autre groupe. Donc, c'est-à-dire une arête qui rejoint le premier sommet à tous les autres sommets, ainsi de suite. Voici K3, 3. Et après ça, on a passé à définir qu'est-ce que c'est que la matrice d'adjacence et la matrice d'incidence d'un graphe. Donc, on associe à chaque graphe G deux sortes de matrices qu'on appelle la matrice d'adjacence et la matrice d'incidence. Alors, je vais faire ça avec un exemple ici. Je vous donne un exemple et je trace la matrice d'adjacence et la matrice d'incidence, disons. Considérons ce graphe. Comme ça. A, B, C, D. Alors, quelle est la matrice d'adjacence?
de ce graphe G. Alors, la première chose à remarquer, c'est que le graphe G est un graphe d'ordre 4. Il y a 4 sommets dans le graphe, ce qui signifie que sa matrice d'adjacence est une matrice carrée d'ordre 4 par 4. Okay? 4 lignes, 4 colonnes. Donc là, la matrice d'adjacence de G. Alors, comment j'étiquette cette matrice? À la première ligne et la première colonne que j'écris à l'extérieur de la matrice. Donc ici, j'écris les sommets A, B, C, D, A, B, C, D. Il faut dire ici que la notion de la matrice d'adjacence est définie relativement à un certain ordre des sommets. Il faut fixer un ordre sur une énumération sur les sommets. C'est-à-dire qu'il faut fixer un ordre sur les sommets. Ici, j'ai choisi l'ordre A, B, C, D. J'aurais pu choisir B, D, A, C, comme je veux. Mais il faut fixer un ordre. Il faut fixer une énumération pour les sommets. Et on parle de la matrice d'adjacence relativement à cet ordre, à cette énumération. Alors, que signifie la matrice d'adjacence d'un graphe? Alors, c'est une matrice carrée n par n étant le nombre de sommets dans le graphe, où l'entrée à la i-ème ligne et j-ème colonne représente le nombre d'arêtes qui rejoint sommet VI au sommet VJ. Alors là, regardez qu'est-ce qui se passe. Ici, je vais ajouter un peu des choses plus intéressantes. Donc, disons, le graphe est comme ça, puis il y a une boucle ici. Alors, modifions un peu le graphe. Alors, ici, cette entrée AA ici représente quoi? Ça représente le nombre d'arêtes qui rejoint sommet A au sommet A, c'est-à-dire le nombre de boucles au sommet A. Il n'y a pas de boucle au sommet A, donc cette entrée est 0. L'entrée qui est là, ça représente le nombre d'arêtes qui rejoint sommet A au sommet B. Combien d'arêtes qui rejoint sommet A au sommet B? Il y en a 2. Donc, cette entrée, c'est 2. L'entrée qui est là, c'est le nombre d'arêtes qui rejoint A à C. Combien d'arêtes qui rejoint sommet A au sommet C? Il y en a 2. Et cette entrée qui est là, c'est le nombre d'arêtes qui rejoint sommet A au sommet D. Du sommet A au sommet D, il y a juste une arête. Donc, ça, c'est 1. Et ainsi de suite. Donc, à la deuxième ligne, donc ça, c'est l'entrée ici, ça, c'est B. Ça, c'est B. Alors, l'entrée qui est là représente quoi? Ça, c'est le nombre d'arêtes qui rejoint B à A. C'est la même chose que le nombre d'arêtes qui rejoint A à B. Il y en a 2. L'entrée qui est là, c'est le nombre d'arêtes qui rejoint B à B. Mais B à B, c'est-à-dire les boucles au sommet B. Il n'y a pas de boucle au sommet B. Donc, ça, c'est 0. L'arête qui est là, ou bien l'entrée qui est là, c'est le nombre d'arêtes qui rejoint B à C. Il n'y a aucune arête qui rejoint B à C dans le graphe, donc ça, c'est 0. Ici, c'est B à D. Combien d'arêtes de B à D? Il n'y a aucune arête de B à D, donc ça, c'est 0 aussi. Et l'entrée qui est là, c'est CA, c'est-à-dire le nombre d'arêtes qui rejoint C à A. Il y en a 2. C, ici, C à B. Il n'y a aucune arête qui rejoint C à B. Puis C à C, il n'y a aucune boucle au point C, donc ça, c'est 0. Puis, finalement, C à D, il y a une arête qui rejoint C à D. Et la dernière ligne ici, c'est le sommet D. D, A, le nombre d'arêtes entre D et A, c'est juste 1. Nombre d'arêtes entre D et B, c'est 0, il n'y en a aucune. Nombre d'arêtes entre D et C, il n'y en a aucune. Puis, nombre d'arêtes de D à D, c'est-à-dire le nombre de boucles au sommet D, il y en a une boucle. Right? Qu'est-ce qu'on remarque ici? Remarquez que ça, c'est la diagonale principale. On parle ici d'une matrice carrée, donc on peut parler de la diagonale principale. Remarquez que la partie supérieure de la matrice, cette partie, est la réflexion de la partie inférieure, ou vice-versa. C'est-à-dire, les colonnes, la première colonne, c'est la même chose que la première ligne. La deuxième colonne, c'est la même chose que la deuxième ligne. Troisième colonne, c'est la même chose que la troisième ligne. Et quatrième colonne, c'est la même chose que la quatrième ligne. On dit que la matrice est symétrique. La matrice est symétrique, c'est-à-dire la moitié supérieure, la réflexion de la moitié inférieure par rapport à la diagonale ou vice-versa. Que représentent les nombres que représentent les entrées à la diagonale principale de matrice d'adjacence? Les entrées ici représentent les boucles, n'est-ce pas? C'est AA, BB, CC, ainsi de suite. Donc, les entrées sur la diagonale principale de la matrice d'adjacence représentent le nombre de boucles qui se trouvent sur les sommets.
OK? Et donc, la matrice d'adjacence est toujours symétrique dans ce contexte. Les lignes sont égales. Donc, première ligne égale la première colonne, deuxième ligne égale la deuxième colonne, et ainsi de suite. Et il faut faire attention ici, je parle de la matrice d'adjacence d'un graphe relativement à une certaine énumération de ses sommets, à un certain ordre fixé sur les sommets. Right? Si je spécifie pas, si je change l'ordre des sommets, je change la matrice. Okay? Donc, la matrice d'adjacence est toujours relative à un certain ordre des sommets. Right? Et finalement, on parle de la matrice incidence, donc la matrice d'incidence d'un graphe, la matrice d'incidence. OK, on va effacer ça. La matrice d'incidence d'un graphe. Alors, supposons qu'on a un graphe G, VE. V est la matrice des... pardon, V est l'ensemble des sommets, E est l'ensemble des arêtes. En passant, V, c'est pour vertices et E pour edges en anglais. C'est pourquoi on appelle ça toujours VE. Supposons que l'ordre de G égale à N, c'est-à-dire qu'il y a N sommets. Il y a N sommets dans le graphe et la taille de G égale à M, c'est-à-dire qu'il y a N arêtes. Autrement dit, la cardinalité de V égale à N, la cardinalité de E égale à M. Il y a M sommets, puis M arêtes dans le graphe. Alors, la matrice d'adjacence, la matrice d'incidence, du graphe G est une matrice de format N par M, c'est-à-dire N lignes, autant de lignes que les sommets, puis M colonnes, autant de colonnes que les arêtes. Alors, comment je forme la matrice d'incidence? On va faire ça avec un exemple. Au lieu de perdre le temps comme ça avec la définition, vous pouvez regarder toujours la définition. Donc, retournons à un graphe G comme ça. Supposons qu'on a le graphe suivant. OK? Donc, cette arête, je veux l'appeler. Donc, ça, c'est sommet A, sommet B, C, D et E. Je veux nommer les arêtes maintenant. Alors, cette arête, c'est l'arête E1. Ensuite, vous avez l'arête E2. Ça, c'est l'arête E3, E4, E5, E6, E7 et E8. On a 8 arêtes. Alors, pour la matrice d'incidence, c'est une matrice N par M. Donc, vous avez N lignes, M colonnes. Ici, N, c'est le nombre de sommets qui est égal à 5. Donc là, je vais écrire les sommets A, B, C, D et E. Ça, c'est la première colonne que j'écris à l'extérieur. Puis, les colonnes sont étiquetées par les arêtes. Combien d'arêtes? Vous avez E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 et E8. Donc, ici, je vais effacer un peu pour donc E7, disons. Et je vais effacer le E8. OK, donc je vais effacer ça juste pour avoir un peu d'espace comme ça. OK. Alors, comment je remplis les entrées de cette matrice? Alors, la matrice d'incidence correspond au fait suivant. Alors, pour cette entrée qui est là, donc il n'y a pas un E8 ici, il n'y a pas l'arête E8. Ça représente combien de fois l'arête E1 est incidente au sommet A1. C'est-à-dire, est-ce que l'arête E1, qui est lui, combien de fois est-ce que l'arête E1 touche le sommet A? Okay? Donc, l'arête E1, c'est une boucle au sommet A. Elle touche l'arête A en deux fois. Deux fois. Donc, ça, c'est 2. Le nombre de fois l'arête E1 est incidente au sommet A est 2, parce que E1 est une boucle sur le sommet A. L'entrée qui est là, c'est E2 puis A. Okay?
quel est le nombre d'incidences de l'arête E2, au sommet A? Est-ce que l'arête E2 admet A comme une extrémité ou est-ce qu'elle touche le sommet A? La réponse est non. Donc, ça, c'est 0. Le nombre d'incidences de l'arête E2 au sommet A, c'est 0 parce que A n'est pas une des extrémités de E2. Pour E3, l'arête E3, regardez l'arête E3. Donc, combien de fois l'arête E3 est incidente au sommet A? Une fois, parce que A est une extrémité de l'arête E3. Et l'arête E3 n'est pas une boucle, donc elle ne touche pas le sommet A, elle n'est pas incidente au sommet A 2 fois. L'entrée qui est là, ça c'est E4 puis A. Regardez l'arête E4 qui est lui. Combien de fois l'arête E4 est incidente au sommet A? Bon, l'arête E4 n'a pas A comme un des points d'extrémité, donc ça c'est 0. L'entrée qui est là, c'est E5 et A. Combien de fois l'arête E5 est incidente au sommet A? 0 fois. L'arête E5 n'a pas A comme point d'extrémité. Puis E6 maintenant, E6 qui est lui. Combien de fois l'arête E6 est incidente au sommet A? Une fois, parce que A est une des extrémités de E6. Et finalement, E7 n'est pas incidente au sommet A, c'est 0. Et ainsi de suite. Par exemple, la deuxième ligne, on parle maintenant du sommet B. Combien de fois l'arête E1 est incidente au sommet B? L'arête E1 n'est pas incidente au sommet B parce que E1, c'est juste une boucle en A. Donc, ça, c'est 0. Combien de fois E2 est incidente au sommet B? Ça, c'est l'entrée qui est là. L'entrée E2 est incidente au sommet B une fois. En fait, c'est 2 fois parce que E2, c'est une boucle sur le sommet B. Donc, l'arête E2 est incidente 2 fois au sommet B. Donc, ça, c'est 2. Cette entrée qui est là, c'est E4 et B. Combien de fois l'arête E4 est incidente à B? C'est une fois, parce que l'arête E4 admet B comme un des points d'extrémité. Puis l'entrée qui est là, c'est E5B. L'arête E5 qui est ici, elle est incidente au sommet B. Donc ça, c'est 1. L'arête E6 n'est pas incidente au sommet B. L'arête E7 est incidente au sommet B parce que B est un des points extrémités de l'arête E7 et ainsi de suite. Okay? Donc ça, c'est la notion de la matrice d'incidence. Je vous laisse le soin de remplir toutes ces entrées qui sont là. Right? Donc, pour un graphe G d'ordre n, à n sommets, la matrice d'adjacence est carrée. Même nombre de lignes que le nombre de colonnes. Et elle est de format n par n, c'est-à-dire n lignes et n colonnes. Les lignes de la matrice d'adjacence et les colonnes de la matrice d'adjacence sont étiquetées, labeled, par les sommets du graphe. Tandis que pour la matrice d'incidence, c'est une matrice n par m, n étant l'ordre, le nombre des sommets, et m étant la taille, le nombre d'arêtes. Et l'entrée m et j, ça représente combien de fois l'arête EJ est incidente au sommet au sommet VI. Okay? Et pour la matrice d'incidence, les lignes sont étiquetées par les sommets, tandis que les colonnes sont étiquetées, sont labeled par les colonnes de la matrice. All right?